Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir, comme chaque vendredi, que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule de l'œil de la diète, où avec Aude, on s'attaque à un sujet souvent méconnu chez les coureurs, à savoir le sel. Pourquoi retrouve-t-on des traces blanches après une grosse séance sur nos visages ou sur nos textiles ? Faut-il saler sa boisson d'effort ? Quels sont les risques quand on boit beaucoup sans apporter de sodium ? Et surtout, comment gérer sa consommation de sel au quotidien sans tomber bien évidemment dans les excès ? Alors cet épisode est à la fois concret, pédagogique, mais aussi rempli de conseils simples pour mieux comprendre le rôle du sodium dans la performance, dans l'hydratation et la récupération sportive. Pour rappel, cette capsule L'œil de la diète est enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque de nutrition sportive française 100% naturelle à base de miel. Le sel est-il l'ami ou l'ennemi du coureur ? Vous aurez toutes les réponses dans cette nouvelle capsule du podcast À côté de mes pompes. C'est l'œil de la diète avec Aude Bazin que je remercie une nouvelle fois pour l'enregistrement de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce contenu autour de vous, à vous abonner bien évidemment sur les différentes plateformes d'écoute et à laisser une petite note, une petite évaluation, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Très belle écoute à vous. Bonjour Aude, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui concerne bon nombre de sportifs, mais que je ne connais pas forcément particulièrement. C'est quelque chose d'assez obscur pour moi. En l'occurrence, on va parler du sel et quel est l'intérêt du sel pour le sportif ? Bonjour Sébastien, c'est une super question parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on voit pas beaucoup de choses sur le sel et pourtant ça fait partie des minéraux qui sont importants pour un sportif. Alors, on peut déjà peut-être faire la distinction entre le sel et les sels minéraux. C'est pas du tout la même chose. Alors, disons que c'est une sous-famille parce que dans les sels minéraux, on a effectivement, le magnésium, le calcium, mais le sodium fait partie des sels minéraux. Alors, le sel, c'est un petit raccourci, mais disons que dans le sel de table, qui est du chlorure de sodium, on va avoir du sodium de toute façon. Donc le sodium fait partie des sels minéraux qu'on va perdre au moment où on transpire. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter cette perte, notamment quand on fait de l'endurance longue. C'est un peu ce qu'on retrouve autour du visage ou sur les lèvres quand on a des traces blanches après un gros effort, après avoir bien transpiré. C'est là que va ressortir le sel sur notre peau et sur notre visage. Complètement. Et alors, ça peut être même un peu partout. Moi, je t'avoue que quand je fais une sortie, longue, l'été et que je reviens, j'en ai même, sur mes vêtements, sur les jambes, je peux en avoir partout. Qu'est-ce qui explique le fait que ce sel ressorte au moment de la transpiration et d'un effort prolongé ? La chaleur et la transpiration et en fait, c'est là qu'on arrive à quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est très personnel. C'est-à-dire que, on peut tout à fait transpirer peu et perdre peu de sels minéraux, transpirer beaucoup et perdre peu de sels minéraux ou en perdre beaucoup. Donc la quantité de sels minéraux que l'on perd est tout à fait individuelle et ne dépend pas de la quantité de sueur que l'on fabrique. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on est tous sensibles à cette question et qu'on peut pas se fier au fait de se dire: «Oh bah, moi, c'est pas grave, je transpire pas beaucoup, donc j'ai pas de risque de perte de sels minéraux». Ça a rien à voir. Par rapport à l'utilité de ce sel pour le sportif, l'apport de ce nutriment, il va se faire par l'alimentation, tu le disais, le sel de table. À quoi ça sert finalement le sel dans notre organisme ? Pourquoi on en a besoin dans notre alimentation ? Alors le sel, c'est un régulateur. J'ai pas envie de faire un cours de physio parce que ce serait un petit peu long et fastidieux, mais il va réguler en fait les entrées et les sorties de certains nutriments dans les cellules. Ça peut être le glucose, ça peut être le potassium et ça va avoir un impact, aussi nerveux, ça va avoir un impact, sur, l'hydratation évidemment. Ça peut, favoriser encore plus une déshydratation.
Le sel, on sait que c'est utile, mais on sait qu'il en faut pas trop et finalement, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut, faire, une différence entre le sel au moment de l'effort et le sel au quotidien chez le sportif. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, la plupart du temps, on mange trop salé. Alors, tu m'as parlé du sel de table, mais le sel de table, c'est 10 de notre consommation, journalière. La plupart du temps, le sel, on va surtout le retrouver dans des aliments en conserve, dans le top 3 des aliments les plus salés et qu'on consomme régulièrement, le pain, le fromage, la charcuterie. En partant du principe que le jambon blanc, même s'il est moins gras et qu'on le prend 25 de sel en moins, ça reste un aliment salé. Et quand je parle des conserves, c'est pas forcément des plats préparés. Ça peut être, les légumes qu'on va, utiliser en conserve parce qu'on trouve ça plus pratique. Et donc, il faut faire attention parce qu'on est vite à 9 ou 10 grammes de sel par jour alors qu'il nous en faudrait 5 à 6 grammes par jour pour limiter les risques cardiovasculaires, les risques d'hypertension et cetera. Le sportif, même s'il fait du sport et c'est génial, il faut quand même qu'il fasse attention à consommer du sel de manière modérée au quotidien, de l'ordre de ces 5 à 6 grammes par jour. Ce qui va être différent ensuite, c'est sa consommation de sel à l'effort, en fonction à la fois de la durée de l'effort et en fonction de la température extérieure. Et le dernier élément qu'on maîtrise pas toujours, alors moi je le fais au cabinet, mais c'est pas forcément, on peut pas le faire, comme ça, il faut être équipé, il faut quand même un peu de matériel pour pour faire des calculs, mais on peut tout à fait, heu, calculer justement la quantité de sels minéraux et surtout de sel, de sodium que l'on perd sur un effort pour, savoir comment on doit, s'hydrater et quelle quantité de sel on doit mettre dans sa boisson d'effort. Donc on n'est pas sur une expérimentation poudre de perlimpinpin, petit alchimiste. Il y a quand même des normes, comme tu l'as dit, à respecter. Simplement, est-ce que l'on peut, donner une méthode de calcul ou une, approximation des besoins? On l'a dit en début d'épisode, hein, ça dépend vraiment de chacun, entre les personnes qui vont transpirer beaucoup, perdre ou pas beaucoup de sel. Comment on va pouvoir, évaluer ces besoins lors d'un effort de longue durée? Qui plus est, qui va fluctuer avec, la température. Alors, c'est très, très compliqué d'évaluer ses besoins. En fin de compte, soit on arrive à les mesurer avec des appareils, moi j'utilise des appareils qui permettent de mesurer la perte en minéraux, que ce soit sodium et potassium, dans la sueur, mais tout le monde n'a pas ces appareils-là à la maison. Donc, pour faire simple, ce qu'il faut, c'est déjà, hem, avoir une boisson qui soit buvable. Je m'explique. Imagine que, tu me dis: «Sébastien, de ces 4, tiens, Aude, j'aimerais bien qu'on le fasse». Tu viens me voir et on fait le test et je te dis: «Voilà, il faudrait que tu mettes, 2 grammes, par litre de boisson dans ta boisson d'effort». Et là, tu mets les 2 grammes et tu me dis: «Mais Aude, je vais avoir envie de vomir. Jamais je vais pouvoir la boire, ta boisson». En fait, même si tu as besoin de ces 2 grammes, à partir du moment où tu arrives pas à les trouver dans ta boisson ou que tu ne peux pas parce que tu sais que tu vas pas la supporter, bah, tu en mets moins finalement et tu vas compenser avant ou après dans ce que tu vas manger et dans ce que tu vas boire. Donc finalement, le truc le plus simple et le plus facile à mettre en place, c'est de se dire: «Je sais qu'une pincée de sel, je peux la supporter, ça m'écœure pas trop et ça passe. Ça va saler la boisson, peut-être pas suffisamment, mais ce sera déjà pas mal et puis ensuite, et bien, je vais prendre, une bouteille de Saint-York que je vais boire avant et après. C'est toujours intéressant que ce soit en préparation ou en récupération de l'effort et puis tu vas le faire, un peu, à la one again effectivement, au pifomètre, mais c'est pas bien grave parce que ce qui va compter, c'est de se réhydrater. Tant qu'on est sur un effort, quand je dis raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? Parfois je me pose aussi la question. Disons que quand on est dans un effort qui reste de l'ordre de 4-5 heures sur des températures que l'on a dans nos régions en France métropolitaine, c'est pas tellement gênant. Il faut essayer, d'avoir une approche peut-être un petit peu plus professionnelle si on part sur de l'ultra pour une course
plus longue et ou pour, aller sur un marathon des sables, sur une épreuve qui va se faire dans la durée où on risque véritablement une hyponatrémie et là, ça peut être grave. Est-ce que tu peux rappeler, Aude, ce qu'est l'hyponatrémie pour, les auditeurs qui n'auraient pas écouté notre épisode sur l'hydratation et sur l'eau justement? Eh bien, l'hyponatrémie, c'est quand on n'a pas suffisamment de sodium et on boit, on n'arrête pas de boire et finalement, c'est la noyade interne. Donc, pour éviter ça, il faut avoir suffisamment de sodium dans le sang, donc il faut se réhydrater avec une eau qui soit déjà sucrée, mais aussi un peu salée et j'entends parfois des gens qui me disent: «Je prends des pastilles de sel». Il faut le faire dans des cas qui soient quand même relativement spécifiques parce que mal utilisé, ça peut faire autant de mal que de bien. Dans ces cas-là, il faut quand même s'assurer que les reins vont bien, que la fonction rénale elle est OK, que, je pense qu'avec le sel, de manière générale, si on reste sur des distances qui vont, en dessous du 100 kilomètres, on peut, rester sur une approche assez artisanale qui consiste justement à se dire: «Bon, bah, moi, j'aime pas quand c'est trop salé, ça passe et je bois de la Saint-Dior, je mange un truc un peu plus salé après et ça va très bien». Si on fait plus long ou sur des latitudes plus chaudes, on essaye de voir, quelqu'un qui sait faire ça et qui sait mesurer les pertes en électrolytes à l'effort. Quid, Aude, du régime sans sel? Parce que je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, mon papa était suivi pour de l'hypertension et le médecin avait dit: «Monsieur Martin, vous allez éliminer tout sel de votre alimentation». Est-ce que c'est une bonne recommandation? Est-ce que c'est possible? Dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'aliments que l'on va pouvoir, consommer qui sont déjà chargés en sel. Est-ce que c'était une croyance? Alors là, on n'est pas dans un épisode vrai-faux, mais, est-ce que c'était de l'ordre de la croyance ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'avéré sur les bienfaits de ce régime sans sel? Et on ne parle pas de cyclistes, bien évidemment. Alors, hem, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un régime sans sel strict, c'est un régime qui est de toute façon au moins à 2 grammes par jour de sel, enfin de sodium, tout simplement parce que, quoi qu'il en soit, même si on rajoute pas de sel du tout, il y a toujours un petit peu de sodium dans les aliments. Après, on sait que, d'après les sociétés savantes de cardiologie, que, ce type de régime, qu'on appelle un régime DASH, sans sel, est extrêmement utile pour la santé cardiovasculaire. Mais encore faut-il être en capacité de le suivre sans déprimer, en ayant toujours envie de manger. C'est pas toujours facile en fonction, des capacités qu'on a, de la curiosité qu'on a d'aller sur, des épices pour donner du goût différemment. Bon, ça, une fois encore, hein, c'est personnel et on peut, quand on a une pression forte, en termes de santé, se dire: «Je vais faire les choses autrement», mais est-ce que tout le monde en est capable? Je sais pas. Je crois que ce qui est plus intéressant quand on a, cette nécessité de faire attention au sel, c'est de se dire: «Bon, je limite, mais de rester raisonnable». J'ai pour avoir travaillé avec quelqu'un qui était en néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, on s'était rendu compte que finalement, c'était plus simple pour les gens au long cours d'être raisonnables dans leur quantité de sel. Mais quand je dis raisonnable, c'est, on n'arrête pas de manger du pain sans sel, mais on évite de cumuler, du pain, du fromage au même repas 2 fois par jour. S'autoriser des choses qui nous font plaisir, ne pas mettre, par exemple, la pincée de sel, dans le gâteau, oui, ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement, mais on peut quand même en mettre un petit peu dans ses aliments au quotidien, tout simplement parce que regarde, les expressions qu'on utilise, hein, le sel, c'est aussi le sel de la vie, ça donne du goût aussi. Alors bien sûr, il y a les aliments ont du goût naturellement, mais ça reste un exhausteur de goût qui apporte aussi beaucoup de plaisir quand on mange. Donc, s'en priver complètement, je suis pas convaincue que, ça apporte énormément de bénéfices et au contraire, notamment, chez les sportifs, regarde un petit peu, je sais pas si c'est ton cas, mais, moi j'en vois aussi, un certain nombre et j'en fais partie, c'est pas parce qu'on est en hiver, par exemple, que je transpire pas. Donc, en hiver, on est moins exposé à ces pertes en sodium et en autres électrolytes, hein, aussi, mais
Pour autant, on en perd quand même, donc il faut avoir une, quantité de sodium régulière et suffisante. Pas trop élevée, mais pas plus élevée que la moyenne, générale de la population, mais on peut s'octroyer autour d'un effort un petit peu plus de sodium. Donc la consommation de sel, elle va varier également avec notre entraînement, avec, nos séances. Il y a peut-être des journées où on aura peut-être plus besoin que d'autres journées, un petit peu comme on l'avait évoqué sur les glucides, hein, où, Comme sur les on va charger glucides, un petit peu complètement. plus quand il y a des entraînements avec, peut-être de l'intensité ou de la longueur. Alors, l'intensité, oui, la longueur, dès le moment où on transpire, en fin de compte, on va perdre, des sels minéraux, dont le sodium, donc il faut un peu récupérer et pour le coup, les eaux qui sont riches en bicarbonate sont aussi riches en sodium, puisque généralement ce sont des bicarbonates de sodium. Donc ces eaux de type, Saint-Thior ou Badois peuvent être tout à fait suffisantes pour nous recharger en sodium. Aude, on parlait du sel de table. Je vais moi en vacances entre Guérande et Noirmoutier. Quelle différence entre le sel qu'on va avoir, sur les salins du Midi et la fleur de sel qui peut être recueillie sur, les marais salants dans ces régions? Alors la différence, ça va être surtout le type de minéraux qui vont accompagner le sodium. Ça va être par exemple des quantités, de potassium ou de calcium ou de magnésium. Mais honnêtement, ces différences, elles sont relativement minimes parce que c'est surtout le sodium qui est récupéré, enfin le chlorure de sodium. Il y a pas de différence fondamentale dans le sens où, c'est pas ça qui va couvrir nos besoins en autres, électrolytes, en autres sels minéraux. Si on va chercher par exemple, à combler une carence de magnésium, il vaut mieux se tourner vers, des aliments qui sont riches en magnésium ou carrément faire une cure. Mais, globalement, ce que je trouve intéressant dans, ces sels, c'est que ce sont des sels naturels qui n'ont pas été raffinés, donc dont on n'a pas extrait les autres minéraux. Pour autant, ce sont des sels qui ne contiennent pas d'iode, au contraire d'un sel raffiné comme, le sel la baleine, le sel iodé la baleine et celui-ci, oui, il a été raffiné, donc il ne contient plus ces fameux autres minéraux, mais il contient de l'iode et pour certaines personnes qui sont en subhypothyroïdie, c'est-à-dire qui présentent les signes d'hypothyroïdie, mais qui n'ont pas de traitement médicamenteux parce que ça ne s'impose pas, eh bien, peut-être que tout simplement de consommer ce type de sel pourrait être intéressant pour eux. Alors que je le rappelle, il n'y a pas d'iode dans les sels type, Noirmoutier ou Guérande, que j'adore par ailleurs, ces beaux sels gris, qu'on va utiliser en revanche plus facilement pour, des lactofermentations, justement parce qu'il y a pas d'additifs et que ça va pas faire tourner la lactofermentation. Et sur, la cuisson des aliments ou l'assaisonnement, on met le sel à l'issue de la cuisson, une fois que les pâtes sont égouttées, une fois que la viande est cuite ou pendant la cuisson? Il y a quand même un intérêt. Comment tu procéderais? Alors moi, je suis plutôt dans la team, on les met après, pour une raison, toute simple, c'est que on ne sait pas quelle est la quantité de sel, absorbée par les aliments, par exemple les pâtes, quand, on met la cuillère de sel dans l'eau bouillante. Ça, c'est une première chose, donc ça permet de mieux maîtriser la quantité de sel quand on veut, essayer de la réduire. La deuxième chose, c'est que si par exemple, il y en a parmi, les auditeurs qui mettent du sel iodé. Le sel iodé, on évite absolument de le chauffer, de le mettre avant une cuisson. Ça le fait changer et il est beaucoup moins intéressant quand il est cuit. Donc le sel, quel que soit le type de sel, on essaye de le mettre au dernier moment. En termes de recommandations globales, Aude, qu'est-ce que l'on peut dire aux auditeurs sur, leurs besoins en sel, sur, peut-être la lecture des étiquettes au niveau de leurs, courses en supermarché ou dans leurs épiceries? À quoi on doit être attentif justement pour, ne pas dépasser ce seuil de consommation du sel chaque jour? Alors, pour, essayer d'aller vers les recommandations de l'OMS sur la quantité de sel et donc de réduire sa quantité de sel, moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de cuisiner le plus possible, de ne pas dépendre de produits qui soient déjà préparés, parce qu'ils sont tous beaucoup plus salés et de faire attention à limiter votre quantité de pain, de fromage et de charcuterie.
Au quotidien, c'est intéressant de limiter sa consommation de sel à 5 à 6 grammes par jour, en sachant que ça va vite. Dès qu'on prend un apéritif, qu'on prend quelques biscuits apéro, qu'on prend 2-3 olives en saumure, ça augmente tout de suite l'addition. Et les jours où on a une activité physique, un entraînement, une grosse séance, voire une course, on peut augmenter sa consommation de sel ou de sodium, soit avec l'alimentation, soit avec une eau de type badois ou ceinture, qui peut suffire ou pas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas de faire appel à un professionnel de santé qui peut justement faire une mesure de perte en électrolytes pendant les efforts. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Aude, de cet épisode en mettant une pincée d'informations à travers ce sel dans la journée et dans l'épisode pour nos auditeurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule L'œil de la diète, aujourd'hui consacrée au sel. Et n'hésitez pas, comme on vous le dit à chaque fois, à nous faire vos petits retours sur vos expérimentations et si vous êtes adepte de cette petite pincée de sel dans vos boissons et au quotidien dans votre alimentation. Merci, Aude. Merci Sébastien. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!